Ok, on va parler de Jeffrey. Bon alors dans cette vidéo, j'ai voulu aborder le dossier Epstein un petit peu à ma manière. Alors il n'y aura pas de grandes révélations, des trucs dans le genre, hein. Enfin voilà. C'est juste que je voulais apporter une réflexion un petit peu différente par rapport à tout ce qu'on voit. Je suis un petit peu agacé d'ailleurs de tout ce qu'on voit. Moi j'avais raison, vous voyez, enfin bref. Je voulais apporter une petite nuance par rapport à tout ça. Je pense déjà par rapport au respect des victimes. Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui pètent plus haut que leur froc aussi. Donc je vous invite à y aller tout de suite. Alors Jeffrey Epstein, c'est qui ? Alors il est né le 20 janvier 1953 à New York, il vient pas spécialement d'un milieu aisé, et il commence sa carrière professionnelle en tant que prof de maths. Petit à petit, il va se reconvertir dans la finance et il sera présenté comme un homme d'affaires ou un gestionnaire de fortune, sans que son activité soit réellement définie de manière précise. Alors homme d'affaires, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfoiré, en revanche, Bref, c'est pas le propos. Et pour en finir avec sa biographie ultra intéressante, il meurt le 10 août 2019 en prison à New York, avant son procès. Moi j'ai voulu aborder ça parce qu'on voit plein de choses sur les réseaux, des photos, des mails, des vidéos, tout ce que tu veux, enfin voilà, c'est un truc de dingue. Et le souci c'est, est-ce que ça vient vraiment du dossier qui a été rendu public ? Alors moi je me pose la question, hein, parce que dans ce dossier public il y a quoi ? Il y a environ 3,5 millions de documents, avec plus de 2000 vidéos et environ 180 000 photos. Alors vous pourrez retrouver l'intégralité de ces documents, je vais écrire le lien par là, justice.gov/Epstein. Bon, pour être honnête avec vous, éplucher les 3 500 000 documents, j'ai la flemme. Donc, honnêtement, je ne saurais même pas vous dire si les mails qu'on trouve, les vidéos et les photos qu'on trouve, tout ça sur les réseaux, je sais même pas si ça vient vraiment de ce dossier-là. D'ailleurs, la plupart sont créés par IA, hein. Il faut savoir que d'ailleurs, parmi ces 3,5 millions de documents qu'on peut trouver sur le site de la justice américaine, c'est même pas la totalité du dossier. C'en est juste une petite partie. La plupart des documents les plus sensibles ne sont pas rendus publics, notamment pour protéger les victimes, ne pas compromettre l'enquête et respecter la justice américaine. Alors ce qui est génial dans ce dossier-là, c'est que on retrouve une chier de noms. Alors là, t'as tout ce que tu veux, hein. Je vous en donne quelques-uns, histoire qu'on se mette un petit peu l'eau à la bouche. Alors on a notamment Donald Trump, Bill Clinton, Al Gore, Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Jack Lang. Rends service à des amis, c'est tout. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Le prince Andrew. D'ailleurs, je crois qu'on reparle de lui ces derniers temps. Bill Gates, Elon Musk, Michael Jackson, Jay-Z, Mick Jagger, Naomi Campbell, Stephen Hawking. Alors on a de tout, hein. On a du politicien, des stars, des hommes d'affaires, des scientifiques, on a de tout, hein. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ça qui alimente le débat. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ces gens vont fréquenter Jeffrey Epstein ? Alors dans la vie de tous les jours, on a des amis, de la famille, des collègues et tout ça, et on va alors quelque part s'en servir, alors c'est pas tout à fait le bon terme, mais c'est un peu ça, pour essayer d'améliorer notre situation personnelle, que ce soit au niveau économique, au niveau social et tout ça quoi. Et tout simplement, nous on appelle ça du piston. Voilà, souvent on dit tiens, lui il a été pistonné. Voilà, en fait, c'est une sorte de réseau quelque part. Et Epstein, c'est la même chose, mais à un autre niveau. On va dire que c'est plutôt un piston de luxe. Chef d'État, milliardaire, scientifique, artiste, tout y passe. Alors on pourrait très bien se demander pourquoi ? En fait, on a des mécanismes psychologiques assez simples. La dynamique de conquête. L'être humain a toujours la volonté d'aller toujours plus loin, d'avoir toujours plus de pouvoir, d'avoir plus de reconnaissance, d'avoir plus d'avantages, la volonté d'avoir toujours plus d'influence. Alors ça peut sembler chelou, hein, mais si on prend à notre niveau, à nous, on peut se dire que quelqu'un qui va créer son entreprise,
son entreprise fonctionne bien, il gagne de la thune, il vit correctement et tout ça, mais quelque part, il y aura toujours cette envie de faire monter cette entreprise, de la faire progresser, d'être quelque part le meilleur. Et c'est un peu ça qui rentre en jeu quelque part. Alors ça peut paraître complètement cinglé, parce que les gars ils sont milliardaires, parce qu'ils sont reconnus, parce que machin, mais quelque part, l'être humain en a jamais assez, quoi. Il y a aussi un autre facteur qui peut rentrer en compte, la peur de la chute, le fait de tomber dans l'oubli quand on est monté aussi haut, qu'on a atteint le pouvoir, qu'on a atteint la reconnaissance, la gloire, tout ça, on a peur de retomber. Et le fait de garder un réseau comme ça, avec des mecs comme Epstein, ça permet de garder un petit peu son aura. Bon, ce qui est chelou, c'est que des personnes continuaient de fréquenter cette personne alors qu'il avait déjà eu quand même une première condamnation. Je cite... Première condamnation en 2008 pour sollicitation de prostitution de mineurs. C'est-à-dire, en fait, proposer de l'argent ou des avantages à des enfants en échange de prestations sexuelles. Et j'ai un peu envie de gerber là, désolé. Ce qui est chelou, c'est que cette condamnation a été quand même relativement clémente, voire très clémente quand même. Il y a eu un accord avec le procureur extrêmement favorable. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. 13 mois de prison, avec une permission de sortie 6 jours par semaine et 12 heures par jour. Paye ta condamnation. Alors pourquoi ? Cette condamnation a fait quand même débat au sein des juristes, faut pas se le cacher. Alors certains estiment que Epstein avait une influence considérable. Tu m'étonnes. Du coup, en fait, sa réputation et son aura, ça suffisait en fait pour que on se dise allez, on va y aller mollo quand même sur sa condamnation. Et fatalement, au niveau de la justice, les mecs ils vont se dire on va y aller tranquillou parce que je flippe un petit peu par rapport à ma carrière et peut-être même par rapport à mon entourage, quoi. Et du coup en fait même pas besoin de faire pression pour Epstein, rien besoin de faire. Ça s'appelle un petit peu de l'autocensure quelque part. Alors, il y a autre chose quand même qui semble bizarre, c'est que il y a des personnes qui savaient quand même qu'il avait déjà été condamné. Alors certes, une condamnation plutôt favorable, voire très 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 favorable, mais pour des faits qui sont quand même vachement graves. Et on peut se demander pourquoi, après cette condamnation, il y en a certains qui continuent à le fréquenter. Alors il y a plusieurs niveaux en fait. Tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Il y a certaines personnes qui ne sont au courant de rien en fait. Il y en a d'autres qui savent qu'il a été condamné, mais bon, une petite condamnation, ça doit pas être quelque chose de bien grave. Et donc du coup, voilà, ça arrive souvent dans le monde des affaires. Après, il y a aussi le contexte social. On a beaucoup de gens qui sont influents, qui ont beaucoup d'argent, et du coup ça va être un petit peu plus compliqué de dire ouais, t'as vu, lui c'est un criminel, celui qui nous invite. Donc il y a une certaine pression sociale. Et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut vivre aussi tous les jours. On peut avoir un gros connard et puis on va être cool avec lui parce que y a une certaine pression. Il y en a aussi, ça va être tout simplement pour le confort et pour l'intérêt personnel. Epstein permet d'avoir un réseau vachement étendu, de gagner un petit peu plus de thunes, de gagner en reconnaissance, de gagner en pouvoir. Bon, quelque part, les couilles, alors ceux-là, c'est pas forcément ceux que je respecte le plus, mais bon, voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est de se dire que quand on sait ça, pourquoi on dit rien ? C'est vrai, je veux dire, il y a un moment, il y a bien quelqu'un qui va dénoncer le truc, quoi. Non, là, non, personne. Ou alors personne n'était au courant, mais bon. Déjà, comme pour la première condamnation, si la justice a eu une condamnation aussi clémente par rapport à ces faits, c'est qu'il y avait quand même... ils ont flippé, quoi, faut le dire, quoi. Et là, les mecs, c'est un peu pareil, c'est un peu la peur des conséquences. Conséquences pour la carrière, pour l'image, parce que on a fréquenté ce gars-là, donc fatalement on peut peut-être être associé à ces trucs chelous. Et aussi conséquences pour l'entourage, où
pour soi-même. Et du coup, ça engrange une certaine autocensure. Bon, ce qui serait pas mal, ce serait peut-être de revenir aux accusations. Donc Jeffrey Epstein est accusé de faits de trafic sexuel sur mineurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a recruté, manipulé, exploité sexuellement des ados, souvent mineurs, parfois sous couvert de massage ou d'avantages, de promesses d'argent, puis de les avoir mises à disposition de son entourage. Désolé, j'ai encore un peu envie de gerber là. Donc, avoir mises à disposition de son entourage ou de les avoir fait voyager dans différents lieux, notamment aux États-Unis ou un peu partout dans le monde. Alors le truc, c'est que juridiquement, il n'y a qu'une seule personne qui est jugée. Jeffrey Epstein. Et pas la dizaine ou centaine de noms qui apparaissent dans les dossiers. Alors pourquoi ? Déjà, c'est un dossier tentaculaire extrêmement complexe avec des dossiers anciens, des témoignages difficiles, des victimes à protéger, et tout ça dans un contexte politique et judiciaire explosif. Et si on va un petit peu plus loin et qu'on reprend sa première condamnation qui était quand même plutôt cool, imagine le procureur qui doit gérer le dossier. Tous les noms qu'il voit là. Honnêtement, moi je suis à sa place, je flippe. Limite, je voudrais pas gérer ce dossier-là. Non, parce que vu les noms qui apparaissent, alors j'ai pas envie de passer pour complotiste ou quoi que ce soit, mais je me dis merde, là, ouais, il vaut mieux se contenter de condamner un mort. Tiens d'ailleurs, on va revenir sur sa mort. Donc comme je l'ai dit dans ma présentation succincte, Jeffrey Epstein est mort en prison, officiellement d'un suicide. Alors faut savoir qu'il était sous surveillance renforcée, ça veut dire qu'il était surveillé constamment en fait, donc un petit peu comme les terroristes qui sont tout le temps surveillés pour éviter tous les problèmes, et notamment celui du suicide. Mais bizarrement, il y a eu quelques dysfonctionnements ce jour-là. Notamment les caméras qui n'étaient pas fonctionnelles à ce moment-là. Et au niveau des gardiens, la ronde de surveillance qui n'a pas été effectuée correctement. Alors je suis toujours le premier à dire que les coïncidences ça existe, le hasard ça existe. Mais là quand même, alors ça veut pas dire que j'ai la réponse. Il peut y avoir plusieurs hypothèses. On pourrait se dire que Epstein, il en avait gros sur la patate. Et qu'il voulait en finir, et peut-être qu'il aurait lâché quelques billets pour pouvoir se suicider tranquillou. On peut avoir d'autres hypothèses, des personnes qui sont dans les dossiers, et ça serait gênant quand même de ressortir, et peut-être que si Epstein y meurt, c'est mieux. Ou alors juste des circonstances qui se passent comme ça, et voilà. Je sais pas, je n'ai pas la réponse, et je n'ai pas la prétention d'apporter aucune réponse par rapport à ça. Toujours est-il que ça laisse à réfléchir un peu quand même, quoi. Enfin, c'est chelou. Alors la mort de Jeffrey Epstein a-t-elle été maquillée en suicide ? Ne cacherait-elle pas en réalité une toute autre histoire ? Et le problème, c'est que au final, on se retrouve à juger un mort. Et quelque part, juger un mort, c'est juger du vent, parce qu'il va pas pouvoir témoigner, parce que, admettons, il aurait eu envie de dire quelque chose, maintenant c'est mort, quoi, clairement. Et le problème, c'est que ça nourrit beaucoup de choses à côté, en fait. Alors le truc, c'est que notre cerveau cherche souvent, voire tout le temps, à combler des vides. Par exemple, moi, cette affaire, ça m'a fait penser au film Hostel. Ok, je dis pas que c'est ça, mais ça m'y a fait penser. Alors Hostel, c'est un film de 2005 dans lequel on a des gens, des touristes souvent, qui disparaissent et qui se retrouvent dans des endroits glauques, très glauques, et qui vont se faire torturer par des personnes extrêmement riches, extrêmement puissantes, qui se font chier. Juste histoire d'apporter un petit peu d'adrénaline. Bon, alors je dis pas que cette histoire c'est ça, N'empêche que ça m'y a fait penser. Le truc, c'est que il y a des personnes, donc ça va leur faire penser un peu à ce genre de truc-là, mais ils vont quelque part le fantasmer et y croire que c'est complètement réel. Du coup, tout ce qui peut être disparition d'enfants, c'est lié à cette affaire. Il y en a même certains qui vont jusqu'à dire que c'est allé jusqu'à du cannibalisme quand même.
Et c'est vrai que tout ce fonctionnement-là, ça nourrit quelque part le complotisme. Des puissants tous impliqués, des puissants tous pourris, et quelque part emmener à une révolution. Alors, la révolution, on connaît, il y a eu quelques rois qui ont eu la tête coupée, des reines, tout ça, et au final, ça n'a pas changé grand-chose. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rien changer. Le truc, c'est que ça a toujours été le cas. Les puissants ont toujours eu une certaine forme d'impunité. C'est triste, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer les choses. Après, il faut quand même apporter une certaine nuance concernant cette affaire. C'est qu'on a des noms qui peuvent se retrouver dans ces dossiers, dans ces fichiers, tout ça, qui sont malgré eux. Je prends notamment, alors je le défends pas du tout, mais Macron, c'est un nom qu'on retrouve plusieurs fois. Et alors c'est pas quelqu'un qui a échangé directement avec Epstein, c'est surtout en fait quelqu'un qu'on retrouve parce qu'il est nommé dans différents messages. Voilà. Mais sinon, on peut pas relier directement Macron, par exemple, à Epstein. Et encore une fois, je suis pas un défenseur de Macron, loin de là. C'est juste qu'il faut rester un petit peu posé par rapport à ce qu'on sait et pas forcément en tirer tout de suite des conclusions. Et justement, en fait, j'en arrive à la conclusion. Et au final, il est fort probable qu'on ne connaisse pas le fin mot de l'histoire de toute cette affaire. It's a serious question. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody knows smart? Le degré d'implication des noms cités dans le dossier, des innocents salis. Ouais, il y en a qui apparaissent dans le dossier, qui n'ont rien à voir, mais leur nom apparaît et du coup, on fait le rapprochement et donc, ils sont salis quelque part. Et de l'autre côté, on a aussi des coupables qui vont sortir tranquilles. On juge un mort. Donc, ceux qui sont vivants... Et d'ailleurs, si l'enquête va un petit peu plus loin que juste juger Jeffrey Epstein, et que ça implique d'autres personnes, si ça implique uniquement des morts, alors je sais pas, il y a Stephen Hawking ou Michael Jackson, je sais pas s'ils sont impliqués ou pas, j'en sais rien, on le saura peut-être jamais. Mais s'il y a que des morts qu'on implique dedans, ça va être chelou aussi, tu vois, parce que en gros il y a que les morts qui sont impliqués, tous ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, ils sont blancs comme neige, et ça donne un sentiment d'injustice de fou, quoi. Ça veut dire que, en fait, tant qu'on a le pouvoir, tant qu'on a l'argent, tant qu'on a la reconnaissance, en fait, on sera jamais inquiété. Et c'est pas tant ce qu'on sait qui pose problème, c'est plutôt ce qu'on saura jamais. Et ça, c'est le terrain parfait pour les fantasmes, les extrapolations, les théories complotistes. Et honnêtement, ça m'emmerde. Alors honnêtement, je savais pas si je devais faire cette vidéo, parce que c'est compliqué de rester objectif. J'ai beau connaître les biais et tout ça, ça reste compliqué de gérer ses émotions par rapport à des histoires pareilles. Et pareil, il y a toujours des zones d'ombre où on a envie de se laisser tenter quelque part par ce discours complotiste qui va toujours plus loin. Et eux, ils se gênent pas, ils y vont à fond. Ils utilisent notamment le biais de confirmation, parce qu'ils avaient prédit ce genre de choses. Et du coup, ça confirme ce qu'ils disaient depuis le début. Ce qu'ils oublient, c'est le biais du survivant. Parce que les complotistes, c'est un petit peu comme les épisodes des Simpsons. Bon, vous allez me demander quel est le rapport. Mais le problème, c'est que certaines personnes, et notamment des complotistes, disent que les Simpsons avaient des prédictions. Et même, en fait, c'était pas des prédictions, c'était des révélations. Le truc, c'est que les Simpsons, c'est un paquet d'épisodes. Et au bout d'un moment, statistiquement, quand tu sors un paquet de conneries, il y en aura forcément quelques-unes qui vont s'avérer être vraies. Et les complotistes, c'est pareil. Ils te sortent des dizaines, des centaines, des milliers d'hypothèses, et statistiquement, il y en aura une qui sera vraie. Et c'est le biais du survivant.
On oublie toutes celles qui sont fausses, qui n'ont pas de sens, qui sont complètement débiles. Et on va garder celle qui est vraie ou à peu près vraie. Et du coup, on va dire, ouais, tu vois. Mais et à partir du moment où c'est à peu près vrai, on va dire, ouais, mais là, en fait, t'as pas encore tout vu. Ça va aller encore plus loin, tu vas voir. Et je trouve ça triste. Parce que, quelque part, les émotions, et forcément, cette affaire-là, ça apporte des émotions, ça touche. Et ben, ça emmène à des exagérations. Et le truc, c'est que, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt compliqué de dire je ne sais pas. De dire je n'ai pas assez d'informations par rapport à ça. Limite, c'est la honte. Mais l'humilité, peut-être, c'est peut-être de dire je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Et j'espère avoir la réponse. Parce que les mecs qui te disent ouais, vous voyez, on avait raison. En fait, c'est quoi leur but ? C'est la gloire, c'est dire vous voyez, j'avais dit un truc de vrai. Et les victimes là-dedans, ils s'en cognent. En fait, le but, c'est juste de dire j'avais raison. Si tu as vraiment raison et que tu as vraiment des preuves de tout ça, eh ben, il faut les apporter. Parce que c'est quand même des choses hyper graves. Ou alors, dans ce cas-là, est juste l'humilité de dire j'ai émis une hypothèse qui s'est avérée juste. Parce que s'octroyer de la gloire sur des souffrances pareilles, ben, je trouve ça pitoyable quand même. En revanche, il y a un truc qu'on peut pas enlever, c'est que de mettre au grand jour une affaire pareille, franchement, c'est énorme.